Une certitude ce soir, il y en a au moins une, c'est que Prigojine laisse derrière lui un groupe puissant, influent, diversifié, concorde, regroupe notamment les activités dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, l'information ou la désinformation, les secteurs miniers, la sécurité civile et militaire, dont évidemment Wagner. Ce groupe peut-il survivre à Prigojine? Les faits, rien que les faits, avec Christophe Carnino, voici nos indispensables. Bonsoir Christophe, on va voir tout cela avec vous. Évidemment, quelles ont été les premières réactions des sympathisants de Wagner depuis l'annonce du décès de Prigojine? Regardez, sur ces images, ils viennent d'apprendre la mort de Prigojine et ces combattants de Wagner menacent d'un nouveau coup de force. Écoutez. Откидываем все приколы. Сегодня мы видели, как Евгения Викторовича угандонила маленькая кремлевская падаль. Ну, по сути, команда всем нашим подразделениям. Вы знаете, где закопаны ваши автоматы, ваши пулеметы, ваши БК, ваши гранаты. Много разговоров идет о том, чем будет заниматься Вагнер в данной ситуации. Мы скажем одно. Мы уже стартуем. Ждите нас. Vous l'avez compris, il y a une référence directe à la tentative de coup d'État des 23 et 24 juin dernier, mais la journée d'aujourd'hui n'a pas montré de mouvement de masse vers la capitale des forces de Wagner. Il faut dire que le groupe semble divisé. Regardez ce que l'on peut trouver sur un autre groupe de Wagner. Nous demandons de ne pas faire preuve d'amateurisme, de ne pas prendre de mesures à l'intérieur du pays tant qu'il y a une menace extérieure. Seule la victoire sur l'ennemi extérieur nous donnera l'avantage et la force de faire le ménage dans notre propre maison. Dans plusieurs villes de Russie, comme ici à Novosibirsk en Sibérie orientale, près d'un immeuble appartenant à Wagner, des combattants supposés du groupe sont venus se recueillir sur une stèle pour rendre hommage à leur leader. Même scène devant le quartier général du groupe à Saint-Pétersbourg, avec là encore des rassemblements spontanés. Des images qui nous paraissent décalées quand on connaît le passif meurtrier de Prigojine. Mais Prigojine avait, paraît-il, d'autres atouts dans sa manche, notamment des données confidentielles compromettantes sur Vladimir Poutine. Oui Thomas, c'est ce qu'en Russie on appelle un compromat. Des documents visant à discréditer ou faire chanter une personne. Il est possible que Prigojine possédait ce genre de documents sur Vladimir Poutine. Une ONG d'opposants russes affirme que Wagner se prépare à une telle diffusion. Voilà ce qu'ils disent sur leur télégramme. Un certain nombre d'agents de sécurité d'Evgeny Prigojine ont pris leur ordinateur portable et leurs documents en urgence et ont quitté les bureaux du service de sécurité. Par ailleurs, l'un de ceux qui travaillaient auparavant dans le bureau de Prigojine a déclaré que leur chef avait un plan B et que, dans un avenir proche, nous pouvons nous attendre à ce qu'un compromat soit lancé avec la publication de certains documents importants. Quel avenir alors pour le groupe Wagner ? Alors, la question la plus importante, c'est qui va prendre la tête du groupe, Thomas, avec la mort d'Evgeny Prigojine et de Dmitri Utkin. Les deux leaders sont partis et d'après le média russe Redovka, un conseil des commandants de Wagner s'est réuni hier, quelques heures seulement après le crash de l'avion. Le média russe qui affirme qu'un plan de longue date avait été envisagé en cas de décès de Prigojine pour restructurer le groupe. Et dans le même temps, au moins 2 hauts responsables de Wagner ont rejoint le ministère de la Défense russe. Ce sont des informations de l'Institut de la guerre, l'ISW, depuis la diffusion lundi d'une vidéo d'Evgeny Prigojine dans laquelle il affirmait être en Afrique pour servir les intérêts de la Russie. On pensait que le groupe paramilitaire allait poursuivre ses activités au Mali, où 1600 de ses mercenaires seraient toujours déployés, tout comme en Centrafrique, où ils seraient 1500. Mais toujours selon l'Institut de la guerre, il semble que la transition sur le continent africain soit déjà amorcée. Le chef adjoint du GRU, les services de renseignement militaire russes, a dirigé les efforts visant à empêcher complètement Wagner d'opérer en Afrique et de former un corps d'armée de plus de 20 000 personnes pour remplacer justement Wagner. L'autre endroit où Wagner est le plus représenté, c'est la Biélorussie, avec là un chiffre de 4 000 hommes de Wagner présents sur place qui est évoqué. Impossible de savoir avec précision combien ils sont réellement présents sur place. Des images satellites du camp de Wagner
ont été publiées par Radio Svaboda, une filiale russe d'un média américain. Vous le voyez à gauche sur l'image, une capture satellite au 1er août de ce camp. À droite, une au 23 août. Impossible de savoir si le nombre de soldats de Wagner qui auraient quitté la Biélorussie. Mais en tout cas, ces images satellites, elles nous donnent un indice, c'est que ce camp s'est vidé d'une partie de ses troupes. Ont-ils pour autant quitté la Biélorussie ? Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations à ce sujet. Eh bien, c'est ce que nous verrons probablement très rapidement. Merci Christophe pour toutes ces précisions. Bonsoir, colonel Père de Jong. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique, ancien colonel des troupes de marine. Vous avez publié Agir entre les lignes aux éditions Mariol. Vous êtes l'un des spécialistes de Wagner et de ces groupes qui, semble-t-il, pullulent en Russie. Avant de parler de Wagner, j'aimerais avoir votre réaction aux mots de Vladimir Poutine ce soir, qui a pris 24 heures pour réagir au crash d'avion dans lequel serait mort Evgeny Prigojine. Il parle d'un homme talentueux qui a commis des erreurs. Il a salué sa contribution à la guerre contre l'Ukraine. Votre réaction à cette réaction ? Ben, on est un peu dans le monde des poupées russes, vous savez, et il n'est pas impensable que Prigojine aille à l'enterrement que Poutine aille à l'enterrement de Prigojine dans les jours qui viennent. Encore une fois, c'est du décor, bien évidemment. On est dans un décor très particulier dans le sens où, si vous voulez, le patron de la, du système, qui est en fait Poutine, vient de régler un problème, tout simplement. D'autant qu'on apprend des choses extrêmement étranges. Un exemple, on vient d'apprendre que le pilote de l'avion officiel de Prigojine, qui s'appelait Axiom Trepanov, a disparu depuis 48 heures. Il est parti. Et en fait, c'était un pilote de remplacement qui était qui pilotait l'avion de Prigojine. Donc, on apprend des choses comme ça au fur et à mesure extrêmement étranges. On apprend également qu'il y aurait peut-être, c'est pas un missile, ce serait peut-être une petite bombe qui aurait été mise dans le châssis. Cette petite bombe aurait, en explosant, si vous voulez, aurait arraché un bout d'aile qui aurait touché le stabilisateur, provoqué une dépressurisation, ce qui en fait empêchait le pilote de prévenir la tour de contrôle. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a plein d'informations qui circulent. Et encore une fois, Poutine est clairement le deus ex machina de tout ça, bien évidemment. Donc les informations vont circuler. Quel est l'objectif global ? L'objectif global, c'est une reprise en main. Et aujourd'hui, Wagner est repris en main par l'État russe directement, pas par un sous-groupe qui voudrait prendre sa place. L'État russe, si vous voulez, a décidé depuis le 24 juin pas de chasser, en tout cas de marginaliser Wagner. Et le fait que Prigojine souhaite, en tout cas, lancer une opération de déstabilisation entre le 23 et le 24 juin en direction du Kremlin a été, si vous voulez, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et ça a signé sa mort sociale, sa mort physique, etc. Donc encore une fois, Wagner va changer, Wagner va se transformer, mais sous l'impulsion de l'État russe. Quand vous dites va changer, va se transformer, c'est-à-dire on va arrêter la sécurité, on va arrêter l'agroalimentaire, on va arrêter la désinformation, qu'est-ce qui va changer ? Alors, la transformation, elle ne sera pas dans les missions, elle va être dans les hommes, bien évidemment. Parce que Wagner, si vous voulez, lorsqu'on parle de Wagner, on parle que d'une sous-partie de Wagner, de Concorde. Si vous voulez, le biotope Prigojine, c'était 4 pieds, en fait, c'était 4 systèmes. Un système qui faisait de l'alimentation, qui s'appelait Concorde Catherine, qui appartenait directement à la holding de Prigojine à Saint-Pétersbourg. Donc ça, c'est la partie, je dirais, ce qu'on appelle la vache à lait, la partie qui produit beaucoup d'argent, des contrats avec l'État russe, des contrats d'alimentation de l'armée russe, des écoles, etc. Il y avait 3 autres métiers. Le premier métier, alors dans le désordre évidemment, le premier métier c'était l'accès aux ressources naturelles. Donc vous aviez une myriade de petites sociétés qui étaient traitées au cas par cas, dans lesquelles Prigojine était, dans lesquelles des grosses sociétés russes étaient, dans lesquelles les partenaires locaux en Afrique étaient. Le deuxième, c'était tout ce qui était entreprise de déstabilisation et d'information, en tout cas d'influence, avec l'IRA, etc. Donc les structures de fermatrol. Donc c'est le deuxième grand métier. Le troisième grand métier, c'est l'influence par la sécurité. Et en fait, c'est ce 4e métier qui va changer. Les 3 autres vont pas évoluer. Ce sont des sociétés, je dirais, quasiment normales, avec des statuts, avec des bureaux, avec des directeurs généraux et des PDG. Par contre, le métier de Wagner, le métier de Wagner, le métier de la sécurité de Wagner, lui, est particulier. Pourquoi ? Parce que vous n'avez aucun statut dans le monde où le statut de Wagner apparaît. Donc, Wagner a été une entité, je dirais, qui n'existait pas. Et donc, Wagner va se dissoudre globalement, 1, dans l'armée russe, et 2, dans les autres entités, les autres SMP russes qui existent déjà et qui vont absorber, si vous voulez, ce métier-là. Encore une fois,
rappelons-nous en 2013, lorsque Wagner est en train de naître, qui sont les marraines de cet enfant dans le berceau? En fait, vous avez le GRU, le FSB, la Garde nationale et l'armée. Donc depuis le départ, si vous voulez, le Wagner est un produit de ça. Et en fait, concrètement, ce qu'on voit, c'est que Wagner va retourner à ça, une espèce de système qui est destiné, si vous voulez, à agir à la périphérie, à agir dans les missions, je dirais, les missions de deuxième échelon, les missions, je dirais, préliminaires, comme ils ont fait en 2014 dans le Donbass et puis en Crimée. Restez avec nous, colonel. On a encore beaucoup de questions à vous poser. J'aimerais avoir la réaction de nos experts sur ce plateau à ce que vous venez de dire. Je vais essayer de schématiser, de résumer surtout. Quelle que soit la personne à la tête de Wagner, quel que soit le nom qui sera attribué à ces systèmes, à ces organismes, rien ne changera. Les structures vont être conservées, le travail de Wagner, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, quand on parle de désinformation et de déstabilisation politique, ou dans les autres secteurs d'activité du groupe, le secteur minier par exemple, rien ne changera. Vous êtes d'accord avec vous? La mort de Prigojine ne changera rien au fonctionnement de Wagner. C'est en tout cas ce que souhaiterait certainement Poutine. Maintenant, je pense qu'il y a un certain nombre de fidèles, pas de Wagner, mais de Prigojine, des gens qui se sont sentis trahis aujourd'hui parce qu'il a été assassiné, qui vont certainement pas vouloir suivre ce mouvement. Peut-être que la majorité des Wagnerités vont y aller, vont continuer son travail, mais je suis assez certain qu'une partie d'entre eux vont refuser, vont s'expatrier, vont peut-être demander l'asile, ou certains vont prendre un sniper et essayer de tuer Poutine dans quelques mois, on le verra. Mais oui, globalement, je pense que la majorité de la machine va continuer à fonctionner. Ça, Christophe l'a évoqué tout à l'heure dans sa présentation, et on va y revenir sur la possibilité d'une vengeance, d'une révolte des, je ne sais pas comment on les appelle, les Wagnériens, Wagnerites, ou les musiciens, comme eux se nomment. Avant d'en venir à cette question, est-ce que vous pensez que Prigojine ou qui que ce soit d'autre derrière, rien ne changera chez Wagner ? Et quand je parle de Wagner, je parle de Concorde, évidemment, de manière générale. Moi, je crois que beaucoup de choses vont changer. Parce que Wagner, c'était Outkin, c'était Prigojine, et surtout, c'était l'État russe. Et Poutine l'a admis lui-même. À mon avis, c'est une erreur énorme qu'il a faite. Quelques jours après le 24 juin, il a rencontré les soldats, l'armée russe, et il a dit « Wagner était financé par nous, par l'État russe ». Ça veut dire que aujourd'hui, si l'État russe décide de changer de partenaire, notamment sur l'Afrique, s'il décide de passer soit par les Tchétchènes de Kadyrov, soit par le Tchéveka, l'association de mercenaires de Timchenko, qui s'appelle Redoute, et qui paraît-il a la corde pour remplacer Wagner en Afrique, alors, bien entendu que Wagner est un empire qui va s'effondrer. Il n'y a plus la tête, il n'y a plus les financements, et il y a en plus des concurrents oligarques russes soutenus par Poutine qui vont s'impliquer sur l'Afrique. Et comme en plus, il y a une urgence terrible avec le Niger aujourd'hui, puisque la junte qui a pris le pouvoir, qui a fait le coup d'État récemment, a fait appel à Wagner pour être défendu en cas d'attaque de la CEDEAO. Il y a une urgence, et à mon avis, ça a accéléré les choses, pour que une structure de mercenaires de remplacement à Wagner s'impose en Afrique. Donc ça va prendre du temps, ça va pas se faire en quelques semaines. C'est effectivement un empire important, mais je crois que ça va bouleverser les choses. Mais ce n'est pas forcément incompatible avec ce qui a été dit avant. Est-ce que c'est l'emballage qui change, ou est-ce que ce sont les fondamentaux de ce qu'est Wagner qui changent ? J'aurais voulu ajouter un petit élément. Dans l'hypothèse où Wagner, finalement, rien ne change et ça passe sous le contrôle du Kremlin et du ministère de la Défense, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, Poutine a fini par avoir ce qu'il voulait. Parce que, rappelons-nous, avant la mutinerie, il était question de faire passer le commandement de Wagner sous contrôle... D'intégrer les troupes de Wagner à l'armée russe. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que tout cela a commencé. Exactement. Donc, en réalité, la boucle est bouclée. Et en réalité, ce que Poutine a voulu faire en négociant avec Prigojine, ça n'a pas marché, ça a en partie déclenché la mutinerie, et c'est ce qui va probablement faire maintenant la limite de l'exercice. Ça a été mentionné, c'est si les hommes de Wagner se retournent en réalité contre cette volonté-là et refusent d'être aux ordres du ministère de la Défense russe. Il y a une nuance importante, c'est que Poutine, il peut passer par des mercenaires en Afrique
et dire « j'ai rien à voir avec les mercenaires », comme il l'a dit, y compris à notre président de la République, Emmanuel Macron, pendant très longtemps, que Wagner c'était Wagner, l'État russe c'est l'État russe. Là, s'il veut intégrer Wagner au sein de l'armée officielle russe, alors c'est une invasion à ce moment-là, sa présence au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Et donc c'est la raison pour laquelle il est obligé, certes, d'intégrer Wagner contre l'Ukraine pour avoir une armée fiable, mais en Afrique, il sera obligé de continuer à passer par des une armée mercenaires. qui prête main forte à une autre sur demande d'un gouvernement, pas forcément une invasion. Il peut y avoir des nuances dans l'intervention d'une armée dans un autre pays si cette armée est appelée par le régime dirigeant. Bon, là, c'est des putschistes, encore un peu compliqué, mais oui, enfin, voilà. En tout cas, c'est sûr que ce sera officiellement l'armée russe qui interviendrait directement dans ces conflits, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient. Est-ce que cette limite, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette limite entre l'armée russe et Wagner n'était pas de toute façon rompue avec la guerre en Ukraine? Est-ce que l'illusion le mensonge qu'il a porté pendant des années, face à Macron notamment, est-ce qu'elle n'était pas de toute façon finie et il ne pouvait plus tenir avec ce discours-là? C'est vrai, mais sur le plan du droit international, ça reste quand même une différence qui est réductible. C'est pas la même chose. Est-ce que la Russie va perdre de son influence, parce que Wagner ne sera plus sous le contrôle de ces hommes sans foi ni loi, Outkin et Prigojine? Je pense que quand même la majorité de personnes qui sont dans le groupe Wagner, ils vont rejoindre l'armée régulière russe si ça va se faire, parce que, tout simplement, ils ont besoin d'argent et ils ont besoin d'avoir de quoi vivre. Et en plus, si on se dit qu'ils étaient un peu plus aguerris que d'autres troupes parce qu'ils ils ont combattu en Ukraine, effectivement, c'est un peu logique de les envoyer en Ukraine, où d'ailleurs il y a un vrai besoin parce que les Russes, ils veulent encore mobiliser plus et ça pourrait les aider effectivement. Je pense pas que ça va changer grand-chose. L'armée russe, elle a besoin d'hommes. Toujours. Et voilà. Et eux, ils vont être parmi les premiers qui vont pouvoir le faire. Et d'ailleurs, même s'il y a une fraction qui va se dire non, on voudrait vraiment faire la vengeance contre Poutine, qui tient ses paroles très extrémistes, disons comme ça, je ne pense pas que la majorité d'hommes vont suivre parce que finalement, pourquoi ils viennent dans ces unités-là? C'est pour avoir de l'argent. Et s'ils sont plutôt bien payés, où il y a très peu d'autres types de possibilités de gagner de l'argent, je pense qu'ils vont rester quand même accepter cette intégration dans l'armée russe qu'ils peut-être détestent, mais voilà, je pense que... Père de Jong, merci d'être resté avec nous, merci de votre patience. Vous optez pour quelle hypothèse? Une intégration de la majeure partie des membres de cette milice Wagner à l'armée régulière, une poursuite de cette intégration, ou au contraire, comme cela a été évoqué aujourd'hui sur les réseaux sociaux par certains membres de Wagner, une révolte, une vengeance après l'assassinat d'Evgeny Prigojine et de son bras droit? Écoutez, je rejoins totalement votre intervenant précédente. Effectivement, vous savez, moi j'ai commandé un régiment d'infanterie. Vous savez, les hommes sont les hommes. Ils vont les commander et puis ils vont exécuter. Donc évidemment, il y a une mauvaise humeur. Mais j'imagine que les résultats de l'enquête qui vont apparaître diront à l'évidence que soit c'est un attentat des Ukrainiens, soit c'est un accident. Donc voilà ce qui va se passer. Donc en fait, ça va se calmer. Encore une fois, il faut bien se rappeler une chose. C'est que Wagner, d'abord, Wagner ne signait pas de contrat directement. Tous les contrats étaient signés directement par Concorde. Et en fait, les rémunérations étaient faites par des canaux XYZ, mais Wagner n'est pas une société, Wagner n'est pas une structure avec un comptable, etc. Donc encore une fois, c'est une structure complètement évanescente. Le deuxième point, c'est que l'activité de Wagner reposait sur un point très important qui était l'expansion de la Russie en Afrique. Très concrètement, la Russie a signé plus de 40 accords de défense et de coopération dans les 3 dernières années en Afrique. Ils ont signé entre autres en avril 2022 avec le Cameroun un accord de coopération. Donc si vous voulez, le terreau de ça, c'était vraiment les accords de coopération signés par l'État, je dis bien l'État russe avec les États africains, plus les ventes d'armes. Vous avez une arme sur 2 en Afrique qui est russe. Donc vous avez ce terreau qui faisait que là-dessus, ils ont collé quoi? Ils ont mis en place des structures, je dirais, relativement légères, qu'on appelle avec empreinte minimum, le mot est très important, c'est le modèle américain, avec empreinte minimum, et capables de provoquer, ou en tout cas de rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle le déni plausible. Et en fait, Wagner était l'agent, était l'outil qui mettait en œuvre, ou qui met en œuvre, la politique de coopération de la Russie en Afrique.
Et c'est pour ça que c'est très bien vu. Et c'est pour ça que c'était extrêmement efficace, parce qu'ils étaient assez peu présents, même si on savait qu'ils étaient là, vous n'avez pas d'endroit particulier, on pouvait les identifier, on les voyait en ville. Moi, je les ai vus au Mali, je les ai vus en RCA, on ne sait pas où ils sont dans les hôtels XYZ, on ne sait pas où ils sont, donc ils sont extrêmement discrets. Donc sur ce socle-là, si vous voulez, ils ont construit, si vous voulez, une espèce de présence. Ce qui veut dire que demain matin, l'État russe aura le même socle, vente d'armes plus accord de coopération, et l'État russe va greffer là-dessus des sociétés comme Wagner. Ça s'appellera Wagner, ça s'appellera autrement, c'est pas très important. En fait, ils vont regreffer quelque chose dessus. Par contre, ce qui va se passer, c'est que l'État russe ne laissera pas une excroissance telle qu'elle s'est mise en place avec Prigojine. D'ailleurs, il y a 3 jours, le numéro 2 du ministère de la Défense est en train de négocier au Soudan de nouveaux accords de défense, et il y a le numéro 2 des affaires étrangères russes qui est actuellement en Libye et qui discute avec Haftar pour trouver de nouvelles modalités de coopération et pour évacuer Wagner. Donc on voit bien que c'est déjà en place, et c'est pour ça que Prigojine n'a pas paniqué. Prigojine est parti en Afrique la semaine dernière, il s'est un peu agité, et là il ne fallait pas qu'il le fasse. Merci Père de Jong, merci pour votre analyse et vos commentaires ce soir. Est-ce que, donc, a priori, pas de révolte massive, en tout cas de ces soldats, contre la Russie, tout simplement parce qu'ils ont besoin de travailler et ils ont besoin de gagner de l'argent et que c'est les Russes qui vont maintenant débosser cet argent. Est-ce que les membres de cette milice ont du souci à se faire parce que est-ce que c'est le début d'une purge qui a vu le jour avec l'assassinat d'Evgeny Prigojine? Mais on sait que certains Wagnerités qui ont rejoint l'armée russe ont été très très mal accueillis. Donc il y en a certains qui ont été assassinés a priori, donc ça on l'a vu également au début. Certains combattants russes qui avaient laissé passer Wagner au début ont également, pour certains, été égorgés. Il y a des images qui sont quand même assez violentes. Et moi, je pense que l'armée russe paye quand même beaucoup moins bien que ce que payait Wagner. Donc s'ils ont la possibilité d'aller plutôt dans d'autres milices, les patriotes, etc., je pense qu'ils vont plutôt essayer de basculer vers d'autres unités qui les enverra en Afrique ou ailleurs, où c'est moins dangereux qu'en Ukraine accessoirement, et dans lesquelles ça paye beaucoup mieux. Quelles sont ces autres milices? Est-ce qu'il y en a une ou deux ou plusieurs qui a les épaules, entre guillemets, en termes d'argent, de possibilités de travail que moi, je vous en ai mêmes épaules que Wagner? 2 déjà. Il y a la Redoute, qui est donc soutenue par Timchenko. Et puis il y a Convoy, qui est cette milice qui au départ était initiée par Aksionov en Crimée et qui est reprise aujourd'hui par le général Averianov. Voilà des sources possibles pour les Wagner. Moi je crois que Wagner, ils ont quand même perdu plus de 20 000 hommes à Bakhmout. 40 000. Voilà, mais 40 000. Notamment des prisonniers qui n'avaient pas de valeur pour eux. Donc ce que je veux dire, c'est que ça a été une boucherie pour Wagner. Et en plus de ça, Prigojine qui a expliqué sans arrêt que c'était à cause de l'armée russe, de Shoigu et des autres, qui ne recevaient pas des munitions et qui se faisaient envoyer à la boucherie. Il les a reçus. Donc il y a quand même un ressentiment énorme par rapport à l'armée russe. Donc je suis plutôt d'accord sur le fait qu'ils iront plutôt chercher ailleurs, ou encore je n'exclus pas cette volonté de vengeance de la part de... C'est pour ça qu'à mon avis, Poutine prend un risque. Avant de passer aux cartes blanches, une dernière petite question, peut-être un peu naïve, mais pourquoi est-ce que la Russie a besoin de ces groupes militaires, de ces milices, pour faire rayonner ses intérêts? Mais ça, c'est historiquement, les mercenaires, ça a été le cas au XVIe siècle, ça a été le cas dans l'histoire, apparaissent quand l'État perd de sa force. Quand l'État n'est plus capable d'être un État de droit, d'être fort, il fait appel à des mercenaires qui sont prêts à vendre leur âme pour de l'argent. Quand il y a un État, quand il y a une sorte d'idéologie qui est capable de fédérer une nation, alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de mercenaires. Mais quand l'État est faible, alors on fait appel à des mercenaires. Et c'est exactement, c'est une logique qui, poussée à l'extrême, devient une mafia, une logique mafieuse. Et c'est la raison pour laquelle Poutine a transformé un État qui était peut-être fragile dans les années 90, mais aujourd'hui qui est complètement défait. Il y a un autre élément, je pense, à ajouter aussi, on l'a évoqué tout à l'heure. Alors, si aujourd'hui, moi, je pense que la ligne était brouillée entre Wagner et la Russie. À une époque, avant la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine prétendait en tout cas respecter le droit international et n'était pas encore prêt à être exclu de toutes les structures internationales et devenir le paria du système international. Et Wagner et les milices lui permettaient de faire ça parce que, effectivement, il tenait un discours qui lui permettait de dire la Russie n'est pas en Afrique. Et ça tenait à peu près. Donc, je pense que c'était aussi un élément essentiel de l'usage des mercenaires, pouvoir se dédouaner.